l'Optimiste il y a 3 ans et demi, sur l'idée qu'on puisse de manière opérationnelle accompagner des entrepreneurs à innover. Ce qui est important pour nous, pour pouvoir innover, pouvoir avoir des idées différentes, des process différents, c'est de mettre différents regards autour de la table. Donc, on monte des équipes systématiquement dédiées au projet, en allant chercher des profils très experts par rapport à la problématique du dirigeant, mais aussi des experts plutôt impertinents qui n'ont rien à voir avec la problématique de base pour enrichir. Et le constat est que depuis 3 ans et demi, nous n'avons accompagné dans la Drôme que des projets d'innovation à impact. Je vous donne quelques chiffres. En moyenne, accompagner un projet d'innovation, c'est 26 mois. On a un pool d'experts autour de l'Optimiste d'à peu près 70 personnes. On a 4 secteurs qu'on a adressés et on utilise des outils d'innovation, de design thinking, de prospective. Et en fait, en faisant ce genre d'outils, notamment sur la partie prospective, systématiquement, en se projetant sur du long terme, on est obligé de parler d'impact avec les dirigeants. Ça leur fait peur, ça les bouscule, et en même temps, ça leur fait très envie. Dans les dirigeants que nous avons accompagnés, les dirigeants et dirigeantes que nous avons accompagnés, la plupart du temps, ils ont un rapport justement à l'innovation assez pressé, on va dire. Et dès qu'on se met à se projeter avec eux sur un temps long, on voit que les problématiques qu'ils ont envie d'adresser changent. On n'est plus sur du marché immédiat, on se met à prendre en compte et à voir beaucoup plus largement l'impact que leur société peut avoir. Et donc, on a décidé en 2023 de s'assumer, et on vous en reparlera tout à l'heure, de pouvoir accompagner ces dirigeants qui souvent, on a la chance dans la Drôme d'avoir des dirigeants qui sont proches de la nature, on a un pôle bio très important, et donc des dirigeants qui, personnellement, en tant que citoyens, ont pris des décisions importantes pour leur vie personnelle, mais qui n'arrivent pas à les aligner réellement dans leur entreprise. Et nous, c'est ça qu'on a voulu adresser cette année avec un programme d'accompagnement qui s'appelle Mangrove. On vous en parlera un petit peu après. Et juste pour que vous ayez un peu plus de concret, et je peux bien répondre à vos questions aussi sur comment est-ce qu'on a accompagné les dirigeants sur ces questions-là. Voici quelques exemples de modèles de projets qu'on a accompagnés. J'aimerais moi particulièrement vous parler d'un parce que c'est un industriel et qui est dans l'extraction, qui fait de la découpe, qui a un modèle très rentable. Voilà. Et cette personne-là, elle est venue nous voir il y a 2 ans parce qu'elle avait envie de sortir de ça. Elle avait envie d'imaginer autre chose pour son entreprise. Et ça fait 2 ans qu'on l'accompagne en essayant d'aborder systématiquement comment est-ce qu'on peut optimiser son modèle industriel de manière régénérative. Donc, quand je vous dis optimiser, ce n'est pas faire plus de marge, c'est comment est-ce que ces salariés, ces parties prenantes, les matières, ça va être long, très long, mais les matières vont pouvoir être pensées différemment. Et ce que je voudrais vous partager là, c'est que la chose qui nous, quand on accompagne un projet à impact, nous dit qu'on peut vraiment y aller, c'est quand le dirigeant est prêt à renoncer à certaines choses. Voilà. Et là, on sait qu'on va pouvoir réellement avancer parce que quand le dirigeant ne pense pas que performance économique, mais qui pense l'impact, qui pense durabilité, qui pense temps long, qui pense sociétal, là, réellement, il y a énormément d'éléments en 360 sur lesquels on peut se mettre à travailler et à dérouler. Et du coup, il me semble que je ne l'ai pas cité.
Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Bien sûr, on a, en ce moment, on travaille sur un poste de déchets plastiques qui sont souillés. On sait que le plastique, on peut le recycler sans souci, sauf quand il est souillé. Donc, en ce moment, on est en train de travailler avec une société pour voir comment est-ce qu'on peut revaloriser ce type de déchets. Et ça, ce sont des vrais défis et scientifiques et de filières à relever. Voilà, on a travaillé aussi, celle-ci, ça a été très, très créatif. On a fait du design prospectif pour un client qui était dans le monde de la fleur. Voilà, ça, c'est aussi extrêmement intéressant de se dire, on va demain, quand on est dans le monde de la fleur, comment est-ce qu'on se réinvente? Est-ce que c'est encore soutenable de faire venir des roses du fin fond de l'Afrique? Si ce n'est pas soutenable, comment est-ce qu'on peut remplacer ça? Évidemment, ce qui est toujours intéressant dans ce genre d'accompagnement, c'est le temps long, encore et encore. Ce matin, on était avec des dirigeants et aller vers la régénération, ce n'est pas une promesse à court terme. C'est impossible. Ça, c'est des fausses promesses. Donc, effectivement, faire du prospectif, c'est se projeter dans un monde fini. Est-ce que vous avez des questions sur l'accompagnement des dirigeants ou on pourra au fur et à mesure peut-être faire? Est-ce que oui. L'industriel que vous avez accompagné vers un modèle régénératif a aujourd'hui un modèle régénératif? C'est en cours. Ben, ça va être long, hein? Voilà, ça va être très très long. Non, mais faut sur le papier, c'est réalisable. Sur le papier, c'est réalisable. Alors, pas à 360, il ne sera jamais à 360 régénératif, mais on espère qu'au fur et à mesure aussi des avancées, on va pouvoir tendre vers. Donc, pour être très concret sur cet industriel-là, aujourd'hui, il a un modèle d'usine classique, même si au fur et à mesure, incité, bien sûr, il a réussi à baisser sa consommation d'énergie, etc. Mais là, demain, fin 2024, on ouvre un modèle d'usine déjà qui va être pensé autrement en termes de bâtiments, en termes d'implantation, de biodiversité autour. Donc, il y a le bâtiment, il y a les gens à l'intérieur. Comment est-ce qu'on les accompagne? Comment est-ce que sociétalement, on les forme à l'apprenance, à l'innovation, voilà, comment est-ce qu'on favorise leur statut, leur façon de penser leur travail et de vivre aussi. Je ne peux pas tout vous dévoiler parce que c'est de l'innovation, mais on a aussi pensé, il y a un cœur numérique qui va de la prise de commande jusqu'à la commande machine. Voilà, et tout ça a été pensé pour pouvoir proposer des décisions peut-être avec moins d'impact au moment de la commande. Donc, pour inciter le client, le futur client, la future entreprise, potentiellement, à moins consommer de matière. Donc, du renoncement et du chiffre d'affaires en moins aussi pour le... Voilà. Donc, on a travaillé toutes ces choses-là. Il y en a qui sont déjà quasiment abouties. Et on est dessus. Voilà. Donc, vous intervenez en tant qu'expert, vous accompagnez ce dirigeant d'entreprise vers une entreprise ou un modèle d'entreprise. Alors, oui, vous en tant qu'experte, non, moi jamais toute seule. Oui, voilà. Oui. Moi, je fais de la gestion de projets d'innovation, donc je vais chercher les meilleurs et les plus experts. Donc, on crée une équipe, en fait. On crée une équipe qui gère ces projets-là. Et puis, l'important, donc, c'est de pouvoir aussi moduler l'équipe en fonction de la maturité du projet et ce genre de choses. Et croiser les regards. En termes de modèle, vous avez presque une commande ouverte et vous intervenez à la demande du dirigeant sur un temps qui n'est pas défini. C'est ça. Alors, c'est très difficile à vendre, hein, d'ailleurs, vous imaginez bien. mais c'est une aventure, en fait. Mais c'est ça. L'idée, c'est d'être le plus agile possible et je vais dire bizarrement, mais de comporter la vision avec le dirigeant. Donc, moi, en fait, on commence toujours par une phase d'exploration avec le dirigeant sur lequel on va aller challenger à 360 son projet, son idée, pour la porter un peu plus haut, pour lui donner
peut-être un peu plus d'impact, parce que, enfin, Aurélie, elle va en parler, c'est aussi une question de connaissance. On ne sait pas tout ce qui existe, et donc, voilà, d'essayer de lui montrer qu'il y a plein d'autres voies possibles. Et quand on a défini d'une direction et d'un début de voie, parce que souvent la voie elle change, en tout cas, on prend la boussole et on déroule ensuite tous ensemble. Est-ce que vous avez des experts qui sont membres d'un board, d'un conseil d'administration au titre enfin, pour une entreprise qui a choisi de développer le modèle de gouvernance des parties prenantes et qui fait du coup intervenir des acteurs externes dans sa prise de décision? Vous allez jusque-là ou non? Vous gardez une position externe à l'entreprise? Alors, elle est marrante votre question, parce que systématiquement, souvent au bout d'un moment, on vous demande. Oui, donc parce qu'on est tellement impliqué que ça, voilà, systématiquement. Au bout d'un moment, on est tellement impliqué dans le projet qu'effectivement, on nous demande d'intégrer la gouvernance. Oui, et d'ailleurs, la gouvernance, vous utilisez ça pour l'industriel en question. Le mode de gouvernance aussi a été un vrai sujet et reste encore un sujet. Et il a mis en place l'holacratie, il a mis en place, pour un industriel, c'est quand même assez déjà innovant. Voilà, si je peux utiliser ça. Oui. Est-ce que vous avez un certain nombre de prérequis avant justement de décider d'accompagner une entreprise? Un dirigeant qui vient vous voir en disant tiens, je veux être régénératif, qu'est-ce qui vous fait dire vous n'êtes pas prêt, entre guillemets ou... Déjà, oui, il y a pas mal de choses. La première chose, c'est cette histoire de temps. Voilà, parce que, après, on peut l'aider à comprendre que ça ne peut pas être sur un temps court, ça ne peut pas être. Voilà, mais si on dit je veux en 3 mois transformer mon. Et puis, la deuxième question aussi, c'est est-ce que vous êtes prêt à transformer votre modèle économique? Là, tout de suite, on voit le non, le oui peut-être, le bien sûr, voilà. Et donc, on peut mettre un curseur parce que le modèle économique, c'est tellement lié à des choses aussi très personnelles par rapport aux dirigeants que cette question-là, en général, est très révélatrice du niveau d'engagement du dirigeant qui veut se transformer. J'imagine que la première question que vous leur posez, c'est pourquoi vous voulez le faire? Aussi, après, je vous dirais que c'est aussi très intuitif et très humain, parce qu'en fait, quelqu'un qui a envie d'emmener toute sa boîte dans une transformation, il a un certain type de comportement, d'ouverture, de façon d'être qui sont incarnés et parfois on le voit tout de suite que ça ne sera pas possible. Je suis désolée de dire ça, mais voilà, c'est très intuitif possible. Voilà. C'est la façon d'être aligné avec ses convictions et de faire ce qu'on fait de ce qu'on dit et de dire voilà. Alors, du coup, je vais prendre la suite. Ah oui, pardon. Si on monte à l'étape d'avant, du coup, comment elle se fait justement la rencontre entre l'optimiste et le dirigeant? Est-ce que, alors ça peut être d'un point de vue purement commercial, mais aussi dans la tête du dirigeant, est-ce qu'on vient vous chercher en disant j'ai un projet, j'ai une idée, mais je ne sais pas comment faire, donc est-ce que vous êtes là? Alors, comment on fait pour avoir de la visibilité? Ou est-ce que vous aussi, vous démarchez des entreprises? On va dire bonjour, ça tombe bien, on va faire changer des choses, ça va être compliqué, mais ça va bien se passer. Je sens que vous avez envie de bifurquer. Alors, waouh, vous me posez des questions sur ma démarche commerciale. Alors là, je suis coincée, Donc, on est assez connu et engagé dans la Drôme. Donc, Drôme et un peu Isère, Ardèche. D'abord, parce que moi, je suis engagée au NAPIA, la CPM, dans des réseaux pour pouvoir toucher ces dirigeants-là. Voilà. Je communique beaucoup sur LinkedIn, beaucoup, voilà. Et après, j'interviens dès que je peux sur des sujets d'accompagnement. Je peux sûrement prendre un problème à ce niveau-là. Je prends tous les conseils. Voilà.
Mais j'allais presque rebondir sur ce sujet parce que, pour le coup, enfin, je ne sais pas si c'est encore des questions pour Aurore, mais elle va reprendre la parole après pour vous présenter un programme sur lequel on travaille. Mais avant ça, je voulais vous introduire d'autres notions parce qu'on va devoir vous quitter à la pause. Et du coup, on a intégré un petit peu de questions que tu voulais nous poser dans cette présentation puisqu'on vous quitte à la pause. Puisqu'Aurore, dans le cadre de sa démarche commerciale, est attendue à 18h à Valence. Donc moi, je fais partie, en fait, je suis à mon compte et je suis indépendante et je fais partie des experts de l'optimiste. Donc, je ne suis pas salariée optimiste, mais je suis à mon compte. Et je fais partie d'une SCOP, d'une coopérative d'activité. Donc, c'est aussi dans le cadre de ma démarche personnelle de dire je rejoins une coopérative d'activité et d'emploi. Et je suis arrivée dans la Drôme il y a 2 ans. Et du coup, c'est vrai que l'optimiste est assez visible sur ces sujets. Donc, tout de suite, je suis allée toquer à la porte de l'optimiste. Puisque dans ma précédente carrière, j'étais dans une filiale d'Air France à Paris. Et je coordonnais aussi des projets d'innovation. J'avais monté un lab d'innovation dans une filiale d'Air France, filiale de 2000 personnes à peu près. J'avais passé 14 ans dans cette filiale à différents postes de direction, dont à la fin la création d'un pôle consulting et d'un lab d'innovation, où justement on travaillait de manière transverse avec différents types d'experts sur différents types de sujets d'innovation. Et j'ai eu envie de mettre ça à disposition d'entreprises qui avaient envie de bifurquer, donc de s'engager dans la transition écologique. Donc j'ai frappé à la porte de l'optimiste et voilà, et du coup ça a matché et avec 2 autres personnes, on a créé un programme d'accompagnement, mais on vous en parlera juste après. Je vais redonner quelques notions que du coup on voulait aborder après la pause. On a parlé des différents statuts. En fait, on voulait aussi revenir sur le fait que, parce que c'est une question qu'on pose, pourquoi finalement les entreprises participeraient à ça? Après tout, on est une entreprise et est-ce que vraiment on doit avoir un impact, etc. En fait, à la création, à l'origine, disons que l'entreprise telle qu'elle existe aujourd'hui, on peut la rattacher au XVIIe siècle. C'est vraiment le plus proche de ce qui existe aujourd'hui. La Compagnie des Indes orientales. C'est vraiment très proche des entreprises actuelles. Et ce type d'entreprise-là, il y avait une notion d'intérêt social, sociétal, d'apporter quelque chose à la cité. Et c'est hyper important de l'avoir en tête. Parce que c'est pas nouveau et ça date pas de la loi Pacte de se dire qu'on doit avoir un intérêt à apporter. Donc, il faut se rappeler qu'à l'origine de la création des entreprises telles qu'elles sont aujourd'hui, parce qu'il y a toujours eu du commerce, etc., mais disons dans le cadre de l'entreprise actuelle, si on revient à 1664, création de la Compagnie des Indes orientales par Colbert, il y avait l'intérêt de faire du commerce avec d'autres parties du monde pour ramener justement des nouveaux biens, pour aussi étendre la culture scientifique, la connaissance scientifique, pour développer le christianisme, etc. Donc il y avait une logique aussi finalement d'un leader, ou en tout cas d'un porteur de projet, on va dire ça comme ça, d'un porteur de projet qui était financé par les puissants pour aller ensuite faire quelque chose au service, ensuite en retour, au service de la communauté. Donc ensuite, ça a été liquidé par le pouvoir révolutionnaire, mais ensuite relancé, tu citais 1807, effectivement, relancé, la SA a été relancée à ce moment-là, mais il y avait très peu de SA. C'était vraiment, il fallait une autorisation préfectorale et il fallait vraiment qu'il y ait une raison d'être précise, il fallait vraiment, il y ait un intérêt de lancer ce type d'entreprise. Est-ce que c'était bénéfique ou pas? Donc, il y a eu les sociétés de ferroviaires, etc., parce qu'à l'origine, à l'époque, c'était important pour le pays de développer le rail, etc. Donc, il y avait un intérêt, en tout cas, pour la cité. Et puis ensuite, ça s'est développé fin du 19e siècle. Tout type de SA ont pu se créer. Et on revient effectivement, avec la loi Pacte, à un intérêt pour la cité. Mais disons que ce n'est pas nouveau. Ça date de l'origine. Mais c'est bien de l'avoir en tête pour dire, en fait, l'entreprise, normalement, elle n'est pas là pour créer tout n'importe quoi. Elle est censée répondre à des enjeux de son siècle. Ce sont pas les mêmes enjeux au XVIIe siècle qu'aujourd'hui. En tout cas, il y a un intérêt d'avoir un enjeu de son siècle. Donc aujourd'hui, l'économie telle qu'on la connaît, elle est incompatible, on en a parlé, avec les écosystèmes dont on est pour vivre. On en a parlé des frontières planétaires.
Et effectivement, on vit à crédit, clairement, on a une dette envers l'ensemble du vivant et on continue de vivre à crédit. Donc, voilà, c'est bien de se rappeler les origines historiques de l'entreprise et de se dire, mais en fait, aujourd'hui, on a des enjeux à adresser. Et donc, les entreprises ont toute leur part et ce n'est pas trop leur demander que de participer. En fait, c'est normal de participer aux enjeux qui sont les enjeux du XXIe siècle. Voilà, une entreprise n'est pas détachée de la société dans laquelle elle opère. Il y a un petit décalage entre... mais je viens de le dire. Donc, une fois qu'on a dit ça, et ça, c'est ce qu'on dit aussi aux dirigeants, en fait, finalement, puisqu'on sait, on parlait du rapport Meadows des années 70, pourquoi on ne bouge pas, en fait, puisqu'on sait. Donc, il y a plein de raisons, et la vidéo le montrait très bien. Si vous ne connaissez pas ce monsieur, Robert Gifford, je vous invite à regarder les dragons d'inaction, c'est très intéressant. Si vous voulez creuser sur Google les dragons d'inaction, c'est très bien résumé par ce monsieur. En fait, il y a différents aspects sur le fait que ça soit si difficile, et il faut les avoir en tête aussi, parce que quand on discute avec des dirigeants, il y a toujours des discours qui font que ça va être compliqué, et en fait, il y a vraiment ces freins au passage à l'acte qui sont et individuels et au niveau de l'entreprise. Donc le fait que voilà, on arrive à percevoir des dangers immédiats et très proches de nous, et c'est compliqué quand on parle de changement climatique, des choses qui sont plus difficiles à percevoir. On baigne dans des idéologies, chacun individuellement, parce qu'on est dans des sociétés, on a toujours vécu avec les codes actuels, et c'est aussi vrai dans l'entreprise. Voilà, on parle d'optimisation, de performance, etc. C'est très difficile de se dire qu'en fait, est-ce qu'il n'y a pas d'autres codes? Nous, on parle plutôt de robustesse versus performance. Et ça, on pourrait en parler longuement et je serais ravie de répondre à des questions sur ce sujet. Mais voilà, il y a aussi des codes à repenser au niveau des idéologies dans lesquelles on baigne. Après, je ne vais pas passer tous les dragons d'inaction, mais en tout cas, il y a des biais cognitifs, des freins, que ce soit idéologique, peur, etc., qui font que c'est extrêmement difficile de sortir de là, d'en avoir conscience, de prendre du recul et de changer vraiment. Donc nous, on parle aussi de revoir les récits. Donc il y a aussi un travail à faire avec les dirigeants de projection et de réimaginer de nouveaux possibles. Et on est plutôt dans une logique de montrer de nouvelles voies plutôt que de dire il faut réduire, il faut tout réduire, voilà, il faut réduire votre impact carbone, il faut réduire ci, il faut réduire ça. En fait, ça n'embarque pas un dirigeant. Ça va complètement il va dire, ok, donc il va le faire et parce que ça devient réglementaire, on le fait et c'est très bien, hein, c'est très bien de réduire son impact. Mais c'est aussi chouette de montrer que on peut repenser aussi ces modèles d'affaires. Il y a d'autres voies possibles. Donc plutôt donner envie d'embarquer plutôt que d'être juste dans faire moins mal. Faire moins mal, c'est toujours faire mal. Donc est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et dans ce cas-là, ça nécessite de revoir tous les leviers de son champ d'activité, que ce soit la gouvernance et autres. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, ça vient de la Convention des entreprises pour le climat. Ils ont fait ressortir 5 freins dans le contexte de l'entreprise, 5 freins vraiment remontés par les entreprises pour ne pas y aller. Donc, c'est vraiment le passage à l'acte du leader. Et là, Aurore en parlait, c'est vrai que si le leader n'est pas lui-même convaincu, c'est compliqué. S'il y a juste une petite entité au sein de la boîte, moi j'en connais, par ailleurs j'anime des fresques diverses et variées et je suis dans des réseaux où j'ai des gens en entreprise qui sont assez désespérés parce qu'ils essaient de tout faire en entreprise, mais quand plus haut le management n'est pas convaincu, on arrive à épuiser les ressources qui n'y arrivent plus. Donc ça c'est vraiment clé, le passage à l'acte du leader. La complexité d'embarquer toutes ces parties prenantes. Par exemple, je travaille en ce moment avec 2 toutes petites entreprises où elles ont un tout petit maillon de la chaîne de valeur. Et là, c'est dur parce qu'on se dit, bah oui, mais nous, on peut faire un truc à notre niveau, mais on maîtrise ni l'amont ni l'aval. C'est compliqué, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien dézoomer et se dire, bah, il faut aussi travailler avec ses clients, ses fournisseurs, etc. Parce que sinon, tout seul, à sa petite échelle, c'est assez compliqué. Le manque de temps et de moyens. Vous voyez, encore ce matin, on avait des dirigeants, effectivement, et c'est compliqué de... On est souvent avec des gens qui, justement, ont tout optimisé, y compris leur agenda, et du coup, trouver du temps pour faire autrement, se questionner, etc., c'est pas toujours évident. Pas facile aussi d'imaginer de nouveaux types de modèles économiques, et
Et puis quand on est drivé par des KPI financiers uniquement, c'est compliqué. Donc si on n'a pas de volet réglementaire, s'il n'y a pas de volonté et pas de volet réglementaire, c'est assez compliqué. Donc voilà, défi d'inventer, on aime bien ce terme, d'alliance, voilà, de nouvelles alliances avec et pour le vivant. C'est vraiment ça, les choses sur lesquelles on travaille. Et pour finir, avant de vous parler de mangrove, juste 4 enseignements. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai assisté à une conférence très inspirante qui avait lieu à Lyon, justement, dans le cadre de la venue pendant 3 semaines. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a eu un diagnostic de territoire entre Genève et, je ne sais pas jusqu'où ils sont allés, mais je crois Marseille, je ne suis pas sûre. En tout cas, ils ont descendu tout le Rhône. Donc, les Indiens Kogi sont venus de Colombie dans le cadre d'un diagnostic territorial. Donc, vraiment, c'est un diagnostic qui avait été mené exclusivement dans la Drôme il y a quelques années avec des scientifiques. Les résultats avaient été assez bluffants. En gros, ces Indiens, je ne vais pas vous faire tout le détail parce qu'on en parlerait pendant des heures, mais ces Indiens sont venus dans la Drôme et finalement en sont arrivés presque aux mêmes conclusions que des scientifiques qui connaissent très bien le territoire par rapport justement à la santé territoriale de la Drôme. Et donc, les conclusions ont été tellement incroyables qu'ils se sont dit, on va les refaire venir et pour faire un diagnostic justement de tout le fleuve Rhône. Et donc, voilà, se sont succédés pendant 3 semaines. Voilà, ils ont fait tout un tour, ils sont allés sur plusieurs sites et ils ont fait des conférences très intéressantes, justement, où des scientifiques ont aussi pris la parole. Donc, il y avait des naturalistes, différents scientifiques, etc. Donc, c'est vraiment absolument passionnant et j'en ai tiré des enseignements par rapport à l'entreprise, en dézoomant un petit peu, hein, parce que ce n'était pas leur sujet, évidemment. Le fait que ouais, on ne voit pas tout, mais ce n'est pas grave. 4 enseignements pour avancer vers l'entreprise régénérative. Développer la connaissance et l'apprenance. Eux, ils sont vraiment sur ce sujet. Et ça, c'est un enseignement sur lequel ils ont vraiment appuyé. Pour eux, tout le territoire est partie intégrante en fait, de leur écosystème. Et finalement, tout vient du territoire. Il faut juste entendre et écouter ce que le territoire a à dire. Et quand je dis territoire, du coup, pour moi, je dézoome et j'entends aussi corps territorial avec les entreprises qui font partie du territoire, les particularités spécifiques d'un territoire. Et c'est vrai que quand on travaille avec des entreprises, travailler sur une entreprise, c'est aussi savoir dans quel écosystème elle s'inscrit, avec qui elle travaille et où elle travaille. Et il y a des enjeux spécifiques à chaque territoire. Dans la Drôme, il y a vraiment un enjeu autour de l'eau, comme beaucoup d'endroits, mais voilà, il y a des spécificités aussi par territoire. Et l'apprenance, c'est un terme hyper important ici, tu l'as cité, Aurore, c'est vraiment de dire que c'est pas on a acquis une connaissance et on s'arrête là, c'est vraiment il y a une logique de mouvement derrière pour faire face à une complexité à venir et des turbulences. Donc c'est vraiment une démarche d'apprendre continuellement. Après, il y a la question de la raison d'être, et ça, c'est clé aussi, absolument clé, on en parlait. C'est de repenser, il y a plein de dirigeants qui, finalement, même pas vraiment, ce matin encore, qui n'ont pas, ils n'ont pas de raison d'être. Donc, quand on est juste sur une logique produit-service, c'est difficile de se repenser, parce qu'en fait, si on arrête une activité, on est qui au final? Donc, vraiment remonter d'un cran et questionner sa raison d'être, c'est hyper intéressant. Et typiquement, les Kogi, ils sont vraiment, eux, ils font tout pour préserver une harmonie avec la nature. Voilà, donc chaque fois qu'ils ont une question à se poser, ils remontent sur cette raison d'être et ils se disent, est-ce que ça participe à l'harmonie avec la nature? Oui, non, et on se questionne par rapport à ça. Et c'est pareil pour une entreprise, se re-questionner par rapport à sa raison d'être. Repenser sa gouvernance. Pareil, eux, ils sont sur leur territoire avec tout type, avec des acteurs du tourisme en Colombie, avec différents acteurs très différents. Ils ont été longtemps dans la confrontation sans le vouloir parce qu'ils ont tendu des perches. Et là, ils sont enfin entendus parce qu'ils ont proposé, ils ont dit, en fait, on ne vit pas de la même manière. Et l'idée, c'est pas de vous dire de vivre comme nous et comme des Kogis, ce ne sera pas possible. Par contre, créons des ponts, parlons-nous. Et peut-être qu'en confrontant nos points de vue, des choses intéressantes vont émerger et ça vous fera bouger sur certaines choses, pareil pour nous, etc. Et c'est ce qu'on veut faire dans nos démarches d'innovation, d'avoir des regards très pertinents et impertinents, comme dit Aurore, et très décalés pour faire bouger les lignes et amener des solutions ou des réponses, en tout cas, des réponses différentes.
Et puis, créer des écosystèmes de coopération élargie. Et là, c'est pour rebondir avec Mangrove. Aurore parlait des accompagnements d'entreprises individuelles. Mangrove, c'est vraiment rassembler autour de la table plusieurs leaders pour avancer en cohorte de leaders qui ont envie d'avancer. Et on pense que c'est encore plus puissant de rassembler plusieurs personnes au sein d'un même territoire pour s'inspirer les uns les autres. Donc peut-être que tu peux présenter Mangrove. Voilà, pour nous, ce qui est très important, c'est d'accompagner des dirigeants, mais bien plus que ça, c'est de lancer un mouvement, un changement, une autre façon de voir l'entreprise. Et on se rend compte que quand on met des dirigeants ensemble, il y a des problématiques et tout de suite une légitimité qui s'installe, qui fait qu'ensemble, ils sont capables d'essayer de se transformer entre eux. Voilà. Donc, du coup, l'idée, c'était pour une fois de ne pas faire que du sur-mesure, mais d'imaginer comment est-ce qu'on peut aider ces dirigeants qu'on croisait depuis 3 ans, qui ont des convictions profondes, réelles, pour leur famille, pour leur territoire, qui sont engagés dans des associations, etc., mais qui se sentent réellement en dissonance à un moment donné avec leur entreprise, avec leur façon de... Parce qu'en fait, ils ont des comptes à rendre, et ils n'y arrivent pas. Voilà. Et pourtant, il y a plein de méthodes, il n'y a pas de réponse toute faite, mais il y a plein de méthodes. Donc, on est 4 à travailler sur ce programme. Voilà, donc Aurélie. Et l'idée, c'est de faire un parcours collectif inter-entreprise pour les entreprises à ambition régénérative. Donc, c'est ce que je vous disais, d'être aligné avec les enjeux planétaires tout en assurant l'équilibre de leur organisation. On a fait attention de ne pas utiliser des mots particuliers comme performance, comme rentabilité, des choses comme ça, vraiment pour petit à petit les amener sur une autre façon de penser leur modèle économique et leur entreprise en général. On fait bien sûr intervenir des experts du vivant, des scientifiques, des conférenciers, un coach systémique pour se transformer et embarquer le collectif, parce que ça, c'est une vraie question, c'est un vrai souci. On en parlait encore ce matin avec un dirigeant. Il dit, OK, moi, je peux peut-être dégager du temps. Oui, moi, je pense que je suis convaincue, mais finalement, comment est-ce que j'embarque tout le monde avec moi? Donc ça, c'est aussi un travail sur du long terme. La finance, en mettre un petit peu, c'est important. Voilà. Et puis un facilitateur graphique. Le but, c'est pas de vous parler réellement du programme, mais plutôt des étapes qui, pour nous, sont importantes pour pouvoir commencer à se transformer en tant que dirigeant. Donc, le plus important au départ, c'est de faire un constat scientifique tous ensemble sur les enjeux planétaires, qu'il n'y ait plus de sujet. Voilà, qu'on se mette tous au même niveau de connaissance. Ensuite, où est-ce qu'on se place par rapport à ça? Et très clairement, on en est où dans la chaîne de valeur? Où on se place par rapport à l'écosystème? Est-ce qu'on est fermé? Est-ce qu'on est complètement ouvert? Quels sont nos indicateurs? Alors, on fait aussi table rase de comment est-ce que nous, moi, en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant, je me situe par rapport à ces enjeux planétaires et par rapport à la façon dont je m'auto-évalue. Bien sûr, on revient systématiquement, on ne le met pas à chacune des étapes, mais systématiquement, c'est important de mettre le vivant au cœur de la démarche. On ne peut pas penser régénérative sans vivre réellement, sans être en lien réel, physique, tribal, je dirais même, avec le vivant. Donc, alors,
j'écoutais un podcast il n'y a pas très longtemps qui disait, moi, quand je veux savoir si le dirigeant est réellement impliqué, c'était une des questions tout à l'heure, je regarde dans son agenda quel temps il passe dans la nature. Bon, bah, voilà, par exemple, c'est un indicateur comme un autre. Voilà, comment est-ce qu'on se resitue avec le vivant, comment est-ce qu'on parle avec le vivant, comment est-ce qu'on le vit. Voilà, tout au sein des étapes mangroves, il y a plein de moments où on va aller s'immerger et faire un effet miroir avec comment fonctionne réellement la nature, parce que c'est de là qu'on part. On va faire des explorations très concrètes des modèles qui existent, parce qu'il y a quand même quelques pionniers qui ont décidé d'aller vers l'entreprise régénérative et qui sont en chemin. Et bien sûr, on vient questionner les modèles d'affaires. Il n'y a pas qu'un modèle, il y en a plusieurs. Là, on n'a pas mis de S, mais en fait, il y a plein de modèles d'affaires différents. Pareil, tout est encore questionnable, tout est encore à évoluer, mais en tout cas, il y a des choses qui existent déjà. On va travailler quelles réponses régénératives on peut actionner en fonction de là où les dirigeants, de tout le travail qu'on aura fait en amont, et on rédige un début de feuille de route pour pouvoir viser cette ambition. Donc, vous entendez bien à chaque fois que je vous parle de viser et de temps. Donc, c'est une aventure de 7 mois entre dirigeants avec des sessions et des partages. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Non, peut-être juste sur les explorations concrètes. On ne part pas du principe qu'il y a des entreprises qui sont régénératives. Mais par contre, il y a des exemples sur différents pans dont on peut s'inspirer. Donc, des exemples autour de la gouvernance, des exemples autour du modèle financier, autour d'une usine forêt. Enfin, voilà, il y a différents exemples dont on peut s'inspirer, qui peuvent faire écho avec les entreprises qui seront autour de la table. Je crois que c'était la dernière slide. Du coup, si vous avez des questions, je n'ai pas de temps, donc je ne sais pas. Sur le temps. On est sur le temps long. Okay. On adaptera le timing de la table ronde au temps réel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai une question. Donc, je suis Amandine Miclard, je fais partie de Haute-Savoie Habitat. Le dirigeant de mon entreprise a participé à la CEC. Et du coup, par rapport à votre projet, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec la CEC. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que vous proposez une offre différenciée? Alors, Ou j'ai mal compris le programme, peut-être? Alors, c'est pas... ouais, c'est quand même un petit peu différent, mais effectivement, il y a l'idée d'avancer vers la feuille de route. Nous, l'idée, c'est de faire comme ce qu'on fait d'habitude, enfin, comme ce que fait d'habitude Aurore à l'Optimiste, avec un pool réduit de personnes. Donc, on n'est pas comme à la CEC avec énormément d'entreprises suivies. Là, on est vraiment en petit comité. Donc, l'idée, c'est d'avoir 5-6 entreprises qu'on va suivre plus sur mesure, on va dire. Donc, il y a effectivement ces sessions d'une journée où on va vraiment se mettre en commun, mais au niveau de 5-6 entreprises. Et ensuite, il y a des propositions d'aller plus loin sur du sur-mesure entre les sessions pour vraiment accompagner très loin les dirigeants. Et quand on parle de mangrove, on va compléter peut-être Aurore, quand on parle de mangrove, c'est un programme avec plusieurs parcours. Là, c'est le premier parcours. Derrière, il y a le parcours bâtisseur, où là, on est vraiment sur mettre en place la feuille de route et aller vraiment dans le détail et ce que fait Aurore finalement sur ses autres projets par rapport à ce qu'on aura identifié dans ce premier parcours-là. Donc, c'est un petit peu différent dans le sens où c'est plus personnalisé parce qu'on est avec un nombre d'entreprises qui est plus réduit, qu'on est dans un cadre d'entreprises souvent qui se connaissent, qui sont sur le même territoire. Donc, voilà, c'est un modèle plus petit et avec des experts qui ont l'habitude de travailler ensemble. Voilà, on veut vraiment être sur de la coopération très locale. On a des moments où aussi tous ensemble très vivants sur un territoire en faisant venir les parties prenantes. Donc on est quand même une petite bulle locale et très opérationnelle.
une dernière question. Par rapport au monde académique, est-ce que vous faites des sensibilisations ou des formations en école ou, pour sensibiliser ou acculturer ou faire de l'apprenance sur un terme qu'on emploie au plus tôt? Alors moi, oui, mais... Alors moi, je donne des cours de temps en temps aussi, et du coup, plutôt mais moi, les cours que je donne, c'est pas aujourd'hui sur la régénération, c'est plutôt sur le marketing responsable. Voilà, c'est un autre... moi, oui, alors je fais des ateliers, des fraises, par exemple, biodiversité ou autre, je peux le faire en école, mais j'ai même fait en collège. Mais là, l'année prochaine, je suis sur trois écoles qui ont des programmes intéressants, notamment l'IUT de Valence, où là, il y a un petit défi, un petit challenge pendant 2 semaines, pendant vraiment 2 semaines, où en gros, l'idée, c'est de les projeter en 2040 et de leur montrer les scénarios de l'ADEME et de les plonger dans ces scénarios et de se dire, voilà, maintenant, vous êtes en 2040, quel type d'entreprise vous pourriez être en mesure de créer dans ce contexte, et donc les faire travailler sur un pitch final de création d'entreprise en prenant en compte ces enjeux-là. Donc ça, c'est une des initiatives qui est lancée. Après, je suis sur une autre école, mais là, c'est pour un temps plus long, c'est sur 3 mois de suivi, où là, les élèves seront acculturés aux enjeux aussi, et ensuite vont aller explorer ce qui se fait déjà justement à Lyon, aller voir sur la mobilité durable, l'alimentation, etc. Est-ce qu'il y a déjà des initiatives, que c'est des premières petites graines, et à la fin, ils vont faire une présentation de ce qui les a le plus inspirés et pourquoi, etc. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, oui, il commence à y avoir des choses, et c'est hyper important pour moi d'embarquer à ce niveau-là. Je fais aussi avec Entreprendre pour apprendre, là, c'est en bénévolat, où je fais sur le BTS, un BTS gestion des petites et moyennes entreprises. Et là, l'idée, c'est de les faire travailler sur une création d'entreprise sur 1 an. Et moi, du coup, je les sensibilise à ça pour qu'ils créent quelque chose qui réponde à une problématique sociétale. Et voilà, parce que je pense que c'est absolument clé, effectivement, au niveau de l'enseignement, d'intégrer ces choses. On avait hier justement un entrepreneur qui justement regrettait qu'il n'y ait pas d'accompagnement dans la création d'entreprise. Il est dans une entreprise vertueuse. Il produisait du bois paille, donc il est aussi en région lyonnaise. Et il disait, il y a beaucoup d'accompagnement pour l'innovation, il y a beaucoup d'aides, même financières, et il regrettait de ne pas avoir, en tout cas, il n'a pas trouvé un type d'accompagnement qui pouvait l'aider aussi à s'organiser. Alors, il avait son projet qui lui, est régénératif en lui-même, et qui permettait, lui, de créer vraiment sa start-up et s'est trouvé un peu isolé. Donc, je ne sais pas si là-dessus, il y a quand même... moi, je suis mentor pour Ronalpia, notamment, qui est un incubateur ESS, économie sociale et solidaire. Il y a quelques... Oui, par exemple, j'ai fait Ronalpia. Ronalpia, c'est consultant. Ronalpia est très reconnu sur la région. Ils en ont dans la Drôme. Il y a Alteracube, et puis de toute façon, il y a plein, dans l'écosystème, il y a plein de structures d'accompagnement à différents stades de développement sur ces sujets à impact de plus en plus. Et d'ailleurs, je dirais même que finalement, c'est bien d'être dans une structure, mais aller au-devant de gens qui ont déjà fait le chemin aussi, de se rencontrer. Moi, je vois qu'entre dirigeants, on prend le temps de s'aider les uns les autres. Moi, clairement, ça m'arrive au moins 3 fois par mois de prendre du temps pour recevoir un dirigeant qui a envie, ou en tout cas un porteur de projet, qui a envie de se lancer bien et de prendre le temps avec lui. Pour moi, ça va dans tous les sens. Donc, je sais que ce dirigeant, il faut aussi lui dire qu'il va taper aux portes parce que vraiment, je trouve que ça fonctionne très très bien.